Hello everybody, hope you are doing well. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ceci est la vidéo pour mes élèves de 4e, les vidéos du jeudi 25 mars 2020 que j'enregistre le jeudi 26 pardon. Je l'enregistre le mercredi 25, elle sera très certainement mise en ligne le mercredi 25, donc avec un peu d'avance. Certains l'écouteront le mercredi 25. Mais nous considérons quand même que c'est la vidéo du jeudi où je vais vous donner dorénavant, le lundi et le jeudi, je vous donnerai 2 heures de travail. Le lundi, 1 heure de travail pour le lundi et 1 heure de travail pour le mardi. Et le jeudi, 1 heure pour le jeudi, 1 heure pour le vendredi. C'est comme ça que je considérerai les choses. Maintenant, à vous de vous réorganiser comme vous voulez. Vous pouvez travailler le mercredi, le samedi, le dimanche, faire 2 heures d'un coup, c'est comme vous voulez, ou même travailler l'anglais 3 heures par jour, c'est vous qui voyez. Alors je prévois 4 heures de travail par semaine, certains objecteront, mais comment? Nous n'avons que 3 heures normalement d'anglais par semaine. Sauf que vous avez 3 heures d'anglais par semaine au collège, mais vous êtes quand même supposé faire du travail personnel. C'est la raison pour laquelle je considère que travail collège en emploi du temps plus travail personnel, je considère que je suis encore modeste en vous donnant l'équivalent de 4 heures de travail par semaine. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, vous allez avoir 1 heure de travail à faire pour le jeudi 26 et 1 heure de travail à faire le vendredi 27 mars, quitte à ce que vous vous réorganisiez. Voilà. Donc avant d'attaquer le travail à faire pour jeudi et vendredi, juste quelques rappels pratiques. Certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient du mal, enfin qu'elles ne savaient pas où étaient les corrections des exercices 1 à 4, page 56 dans la dernière vidéo. Et où on m'a dit, mettez-les, c'est difficile de suivre à l'oral. Mais c'est simplement parce que je n'ai peut-être pas été très clair pour vous dire que le PDF que j'ai mis lundi, que je vous ai donné le lundi, je crois que c'était lundi, non, le PDF que j'ai mis le jeudi 19 mars, il n'y avait que le cours. En fait, 2 pages de cours sur les 2 prétérites et le schéma narratif en anglais. Et le jeudi qui a suivi, j'ai mis ce PDF à jour avec les corrections des exercices 1 à 4, page 56 en vert. Donc le PDF à jour, vous le trouverez sous la date du lundi 23 mars sur mon blog. Aujourd'hui, donc jeudi 26, eh bien il n'y a pas de mise à jour parce qu'il n'y a pas de nécessité. Voilà. Mais en tout cas, la correction se trouve dans le PDF mis à jour à la date du lundi 23 mars. Autre chose, certains élèves m'ont dit: ah mais moi je n'ai pas regardé, alors suivez mon regard, moi je n'ai pas regardé la vidéo parce que j'ai le PDF, mais on ne vous demande pas si vous avez le PDF, voilà, c'est pas la question, vous devez regarder la vidéo, c'est pas ou l'un ou l'autre. Donc sur la vidéo, je vous explique comment utiliser le PDF, comment utiliser le livre, le cahier, le workbook, le répertoire. Donc vous écoutez la vidéo et au fil de la vidéo, vous faites votre travail. Voilà, tout simplement. Alors par ailleurs, là aussi, une chose que j'ai dit plusieurs fois, ne m'envoyez plus de messages sur la messagerie d'école directe. En moyenne, j'ai fait le calcul pour ouvrir la messagerie, lire les messages, ouvrir les messages, télécharger les documents éventuels, ça me prend une moyenne de 6 minutes par message. Hier, donc, 10 messages, 1 heure pour les ouvrir et pour télécharger les documents. Dorénavant, je continuerai de faire l'effort d'aller sur École Directe pour aller voir ma messagerie, les messages qui me sont donnés, les messages officiels, mais je n'ouvrirai plus les messages des élèves et de leurs parents, il y en a trop. Et les élèves et leurs parents savent qu'ils ont accès à ma messagerie, mrmare@gmail.com. Donc tous les messages adressés par les élèves et leurs parents doivent me l'être sur ma messagerie gmail.com. À défaut sur Skype, en ce qui concerne les 12 ou 13 personnes qui m'ont contacté sur Skype, vous pouvez me contacter sur Skype et envoyer des documents audio sur Skype. Alors les documents audio, c'est sur Skype, sinon rien. Et éventuellement, oui, les documents audio, vous pouvez aussi les mettre en pièce jointe sur Gmail, je pense que ça marche sans difficulté. Mais sur École Directe, c'est terminé, ça prend beaucoup trop de temps, c'est très très compliqué. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne les choses concrètes et pratiques. Oui, si c'était aussi que quand je vous donne un exercice à faire à l'écrit, dorénavant, contrairement à ce que je vous avais dit, mais ne l'envoyez pas par photo ou par téléphone ou par numérisation, mais tapez sur le corps de votre message votre exercice, c'est beaucoup plus simple pour moi après pour faire une réponse avec une correction. Donc ne m'envoyez plus de pièces jointes avec une photo, c'est moi qui vous l'avais demandé me semble-t-il, mais
Là maintenant, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. Il y a très peu d'élèves qui me renvoient du travail, mais même s'il y en a 20 sur 137 élèves qui me renvoient du travail, c'est compliqué ensuite de ça de télécharger les documents et de refaire une correction. Voilà pour les explications pratiques. Maintenant, allez chercher, s'il vous plaît, votre livre, votre cahier, votre répertoire, un cahier de brouillon, votre trousse et votre workbook. Je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin aujourd'hui. Mais allez chercher vos affaires si ce n'est pas déjà fait. Coupez cette vidéo, revenez à 5 minutes 35 et on va pouvoir attaquer le travail. Voilà, vous avez tout votre matériel. Please open your books. You take your books, English books. Enjoy English. Page 57. And we have here a text. And the title of the text is A Little Flame. Voilà. Nous allons ensemble découvrir ce texte de la page 57 et nous allons commencer à travailler la compréhension de l'écrit. Comment faire pour découvrir et comprendre un texte nouveau en anglais et comment le comprendre le mieux possible même si on n'a pas tout le vocabulaire. Alors, regardez bien la page 57 de votre livre. Vous avez ce qu'on appelle pour découvrir le texte le paratexte. Il y a le texte en lui-même, il y a tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour vous permet d'anticiper, de prévoir ce qu'il va y avoir dans le texte. Alors, la première des choses, c'est le contexte scolaire dans lequel nous étudions ce texte. Nous sommes dans une séquence qui part de la narration, du récit au passé. Donc, il y a de fortes chances que ce texte ne soit pas du tout une prévision ou une description de quelque chose, donc une prévision future, une description de quelque chose qui se passerait sous les yeux du narrateur au présent B plus ING. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas non plus un texte où le narrateur vous raconte ses habitudes au présent simple, avec des adverbes de fréquence, comme on l'a vu en 5e, mais il y a de fortes chances, puisque nous sommes en plein dans une séquence où l'on parle du récit, pour que ce soit un récit au passé, en utilisant les deux prétérites. Déjà. Certainement, le récit de faits qui ont eu lieu un certain temps avant la locution, ou avant en tout cas la rédaction du texte. Ensuite de ça, il y a une photo. Peut-être que ça vous met un peu dans l'ambiance. Une vieille rue, une personne qui marche, ou des personnes qui marchent sur un trottoir, dans une rue avec des vieilles maisons. Alors c'est peut-être à Londres, il y a un réverbère, là on voit. C'est peut-être à Paris, c'est peut-être à la côte Saint-André. Je pense pas que ce soit à Marciol, parce que j'ai jamais vu ça à Marciol. Il y a la côte Saint-André d'ailleurs, c'est un peu haut les immeubles là aussi, donc on voit c'est un style... bon, c'est assez urbain, c'est dans une ville, la rue est assez longue. A little flame, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Déjà le mot flame, on va aller voir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une flamme? Est-ce que c'est la flemme? Une petite flamme, une petite flemme, on se va à vous de voir. Il y a la ligne de référence, ici. D'accord? Et on lit The Little Match Girl, entre guillemets, c'est un titre. Entre guillemets, A Little Flame, il y a un autre titre possible. From, tiré de, Tales au pluriel of Beauty and Cruelty, récit ou histoire de beauté et de cruauté. Donc on comprend que c'est une histoire relativement courte, tirée d'un recueil. En tout cas, c'est une fiction, ce n'est pas un récit historique. C'est pas, la référence ne vous renvoie pas à un journal, par exemple, ou à un magazine d'actualité, voilà. Apparemment, c'est de la fiction. By Kate Petty and Caroline, ou Caroline, il y a deux possibilités pour prononcer ce prénom. Caroline Castle. Donc voilà, selon toute vraisemblance, c'est une fiction. Et ensuite de ça, on lit. D'ailleurs, une fiction ou pas, grammaticalement, ça ne change pas grand-chose, hein, ça reste un récit. Et on lit donc les trois lignes en italique en haut du texte, donc c'est un peu une mise en contexte, mais donnée par non pas par les auteurs, mais par l'éditeur de votre livre. Hein. On vous donne une petite explication pour comprendre grosso modo de quoi il s'agit et pour vous remettre dans le contexte, parce que vous n'avez pas lu le début de la nouvelle. Alors lisez avec moi le sous-titre, enfin on peut dire l'introduction. Maddie, a 13-year-old English girl, is spending the Christmas holidays in Paris, staying with her mother's friend Lucy. One morning she goes to the baker's. Mot-clé, Maddie, 13, holiday, English holidays
Paris. 13, a 13-year-old English girl spending the Christmas holidays in Paris. Là, vous avez compris tout le contexte. Pas la peine non plus de faire une traduction très poussée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais lire ce texte à voix haute, doucement. Vous allez lire dans votre tête en même temps que moi. Vous allez lire le texte tout en écoutant ma voix. Et vous reviendrez, quand ce sera nécessaire, vous reviendrez sur le texte. Donc vous reviendrez à 10 minutes, à 11 minutes, 10 minutes 40, 10 minutes 50, pour reprendre la lecture du texte quand ce sera nécessaire. Mais là, pour le moment, nous allons lire ensemble. 10 minutes 50. A little flame. Maddie, a 13-year-old English girl, is spending the Christmas holidays in Paris, staying with her mother's friend Lucy. One morning she goes to the baker's. As she was passing an old derelict building on the corner of an alley, Maddie heard a noise. It was a high-pitched little whine, and at first she thought she had imagined it. She stopped for a second. There it was again. A sad, scared noise, coming from somewhere in the alley. Maddie's first thought was an animal, a small animal, maybe a puppy, a cat, or even a kitten trapped somewhere. She stood, almost frozen, not knowing what to do. Something told her that walking down a deserted alley all by herself was stupid, even in broad daylight. So she walked on, but then she stopped again. What if a kitten was trapped somewhere, cold and hungry? She could give it some bread, and there couldn't be any real danger, could there? She retraced her steps. If I hear it again, she told herself, I go and look. If I don't, I just go home and forget it. Then she heard a sort of scrambling and scratching, and that definitely sounded like an animal. It is, she thought. It's a kitten. As soon as she entered the alley, she knew she'd made a terrible mistake. Alors je vous invite à retourner à 11h45 et à réécouter le texte, ou bien juste arrêtez-vous et relisez-le dans votre tête sans ma voix. Ça peut être aussi une possibilité. Alors, ensuite de ça, vous remettez la vidéo et je vais vous donner quelques explications. Je vais déjà vous redonner l'adresse d'un lien que je vous ai déjà donné il y a pas mal de temps, mais que vous êtes censé déjà avoir dans vos favoris. Wordreference.com, ça vous amène à un dictionnaire en ligne. Sinon, vous avez la possibilité d'aller chercher d'autres dictionnaires qui sont des dictionnaires, les bons vieux dictionnaires en papier, mais pas n'importe lesquels, pas un dictionnaire tout petit qui tient dans la poche, mais vous avez un dictionnaire bilingue français-anglais, anglais-français, qui s'appelle Robert & Collins. Vous pouvez aussi le commander sur Internet si vous ne l'avez pas déjà. Peut-être que vos parents l'ont, ça d'après de leur scolarité. Vous avez aussi Harap's. Et vous avez aussi Larousse. Peut-être pas la peine que je vous l'écrive. Dictionnaire Larousse, vous avez des dictionnaires unilingues français. Mais vous avez des dictionnaires bilingues aussi, français-anglais, Larousse, et je pense que ça existe également pour d'autres langues. Voilà. Donc, allez sur Word Reference, c'est pas mal. Ça vous permet, alors, n'allez pas simplement taper un mot sur Google Trad ou je ne sais quoi, ou marquer un mot, marquer anglais, et ensuite demander à Google de traduire pour vous, parce que ça ne vous donne pas les catégories grammaticales. Un mot peut vouloir dire des choses différentes dans le contexte, et selon qu'il est verbe, adjectif, etc.
Et là, le dictionnaire en ligne Word Reference vous l'explique, ce qui n'est pas le cas de Reverso, de Google, je ne sais quoi. Bref, nous allons relire le texte ensemble et je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment faire pour comprendre. Il y a des mots que vous connaissez déjà, que vous avez vus en 6e, en 5e, et puis il y a des mots que vous pouvez aller voir sur le dictionnaire, et dans ces cas-là, prenez votre répertoire et tout seul comme des grands, allez mettre votre vocabulaire sur votre répertoire. Alors, little flame. Voilà, flame, c'est peut-être ce qu'on appelle un mot transparent, c'est-à-dire peut-être que ça ressemble à un mot français, mais peut-être pas. Bon, little, adjectif petit, mais attention, ça se met pas dans le même contexte que small. Donc, allez voir sur Word Reference dans quel contexte on peut utiliser little. Allez voir flame, c'est un nom dont vous pouvez marquer effectivement sur votre répertoire. Et je vous laisse faire, allez voir sur Word Reference flame. C'est un nom et vous marquez ensuite de ça la traduction. Maddie, a 13-year-old English girl, is spending. Le verbe spend est un verbe irrégulier que vous êtes censé connaître. C'est bien de connaître ces verbes irréguliers parce que non seulement on sait les utiliser au prétérit au participe passé, mais on sait aussi ce que ça veut dire. Celui-là, je vous le redonne, je vous le rappelle. Spend, dépenser de l'argent, passer du temps. Christmas, Noël. Alors, si vous ne le saviez pas déjà, donc Christ, c'est le Christ. Et Christmas, c'est un mot composé. Mus, ça fait penser à la messe. En fait, c'est la fête du Christ, donc c'est Noël. Je pense que vous saviez déjà. J'espère que là, vous le voyez. Voilà, Christmas. Holidays au pluriel, les vacances. Holidays. Vous pouvez marquer aussi vacances. Ça, c'est comme ça qu'on dit au Royaume-Uni. On dit vacation. Aux États-Unis. Ça veut dire aussi vacations. Oui, alors non, je vous donne un autre, ça a un autre sens, mais que je vous donne pas. Ça va vous embrouiller la tête. Oubliez ça. Holidays, UK, vacation, US, vacances. Christmas holidays, on voit que la construction, comme toujours en anglais, est à l'inverse. Vacances de Noël, Christmas holidays in Paris. Staying with her mother's friend Lucy, one morning she goes to the baker's. Alors, ça aussi c'est une chose que vous connaissez, vous avez vu ça en 6e. Baker, c'est un métier, c'est un nom. Allez voir dans le dictionnaire et notez-le si vous ne le savez pas. Et quand on met l'apostrophe S, ça indique la possession. C'est ce qui appartient au baker, la boutique du baker. Baker, boulanger, bakers, c'est l'abréviation de baker's shop, magasin du boulanger, donc bakers, boulangerie. She goes to the baker's, elle va à la boulangerie. Ligne 1. As she was passing, prétérit progressif, situation initiale, an old derelict building on the corner of an alley, Maddie heard a noise. Build, construire. Building, une construction. On emploie des fois cet horrible mot, peut-être moins maintenant. On l'utilisait à l'époque de ma lointaine jeunesse, un building, pour dire qu'il y avait des grands bâtiments. Quand j'étais gosse, dans la fin des années 70, on disait que dans la ville près de laquelle j'habitais, près de Pointe-à-Pitre, il y avait des buildings, c'était des immeubles de quelques étages. On utilisait le mot un building, je pense on prononçait, en référence aux immenses immeubles qu'il y avait à New York. Mais donc ce mot building en français, je crois qu'il a disparu, on ne le dit plus pour un immeuble. Mais en tout cas, building, c'est un bâtiment en anglais, building. Corner, si vous ne savez pas ce que c'est, notez-le dans le répertoire, c'est un coin. Alley, A2LEY, ça ressemble furieusement en français, je ne vous le donne pas. Toujours deuxième ligne, hear, heard, c'est le verbe entendre, vous êtes censé savoir. Noise, alors je vais parler un peu vite, là, coupez la vidéo si nécessaire, si vous n'avez pas le temps de noter le vocabulaire. A noise, c'est un nom et c'est un bruit.
Toujours deuxième ligne, high-pitched. Deuxième ligne, troisième mot en partant de la fin. Je vous le donne aussi parce que c'est un peu compliqué, c'est aigu. Whine, un gémissement. W-H-I-N. Donc high-pitched, adjectif. Aigu. Donc notez-le, coupez s'il le faut. Notez high-pitched, entre parenthèses, ADJ comme adjectif, égale aigu. A-I-G-U en français, donc s'il le faut. Coupez la vidéo, répertoire, page H, high-pitched, adjectif aigu. Whine. Bien sûr, il ne faut pas confondre. Ça n'a rien à voir. Ça se prononce pareil, mais ça ne veut pas dire la même chose et ça ne s'écrit pas pareil. Wine, c'est un gémissement. Et wine sans H, c'est du vin. Rien à voir. Mais marquez-le. Ça vous évitera, ça vous donnera du vocabulaire. Et ça vous évitera des confusions. And at first she thought she had imagined it. Elle avait imaginé. Ça, c'est un temps qu'on n'a pas encore vu, mais vous comprenez. Hein. Auxiliaire à voir au prétérit, à l'imparfait en français, elle avait imaginé suivi du participe passé. At first, she thought, think, thought, vous connaissez. At first, she thought she had imagined it. Tout d'abord, elle pensa qu'elle l'avait imaginé, ce cri aigu. She stopped, prétérit d'un verbe régulier, for a second. There it was again. A sad, scared noise coming from somewhere in the alley. Là, il n'y a qu'un seul mot que vous n'êtes pas censé connaître forcément, quoique c'est sad, adjectif qui veut dire triste. Quitte à ce que vous arrêtiez la vidéo quelques secondes. Lettre S dans votre répertoire. Sad, adjectif, triste. Ligne 6. Maddie's, apostrophe S, cas possessif. Maddie's first thought. Alors, thought, c'est le participe passé et le prétérit du verbe think. Think, thought, thought. Mais c'est aussi un nom. Et c'est là qu'il est important de tenir compte quand on étudie un mot, on voit un mot et qu'on le marque dans le répertoire, de bien en voir et qu'on cherche dans le dictionnaire, de bien tenir compte de la catégorie grammaticale. Quand c'est un nom, le mot thought désigne une pensée. C'est un nom, a thought, une pensée. Alors bien sûr, une pensée, ça s'écrit comme ça. Voilà. An animal, a small animal, maybe, peut-être. Ligne 7, a puppy, a cat, a kitten. Mot de vocabulaire que vous connaissez depuis la 6e, nous n'y revenons pas. Il y avait une leçon en 6e dans Enjoy sur une animalerie. In my pet shop I've got, si vous vous souvenez de tout ça. Donc vous aviez puppy, cat, kitten. Or even, even c'est un adverbe qui veut dire même. Or even a kitten, ou même, etc. Trapped, participe passé du verbe trap, qui veut dire piéger. A trap. Et là, vous pouvez marquer ça dans votre répertoire. Trap. Quand c'est un nom, c'est un piège. Arrêtez la vidéo s'il le faut. Prenez le temps d'écrire ça. Répertoire, lettre T, trap, piège. Et quand c'est un verbe, trap, piéger. Là, ici, participe passé, piégé et. She stood, fin de la ligne 7. Stand, stood, participe passé, hein, stand, stood, stood, verbe irrégulier que vous êtes censé connaître. Almost, presque. Almost, adverbe, pardon, presque. Je ne vous le redis pas, mais à chaque fois, si vous faut prendre le temps, coupez la vidéo, marquez dans votre répertoire, retournez, repartez sur la vidéo. Freeze, froze, frozen, ligne 8. Je ne vous fais pas un dessin.
Not knowing what to do, something told, prétérit de tel, told her that walking down a deserted alley all by herself was stupid, even by broad daylight. Alors ici, dans le répertoire, voilà ce que vous allez marquer, puis ça demande une explication. By oneself. Marquez pas de catégorie grammaticale parce qu'on va pas se compliquer la vie. C'est une locution en fait. By oneself, je dis ça un peu pour noyer le poisson. By oneself, tout seul. Marquez ça dans votre répertoire ou stoppez la vidéo. Marquez ça dans le répertoire à lettre B. Relancez la vidéo, je vous explique. Oneself, soi-même. By oneself, mot à mot, par soi-même. Mais du coup, vous allez conjuguer. By myself, tout seul. Il y a une chanson, hein, All by myself, peut-être pas très à la mode. By yourself, tout seul, mais toi. By yourselves, tout seul, vous au pluriel. By herself, toute seule, elle. By himself, tout seul, lui. Donc la forme lexicale à mettre dans le répertoire, c'est ça. Mais après, selon le contexte, vous allez changer le pronom. Ça, ce sont les pronoms réfléchis. Myself, moi-même. Yourself, toi-même. Yourselves, VES, vous-même. Si je vous demande de faire un exercice, vous tout seul, dans votre coin, all by yourselves. Ça, c'est le pluriel. Le F devient un VES. Voilà. Donc ici, nous avons dans le texte, ligne 9, Something told her that walking down a deserted alley all by herself was stupid. Quelque chose disait à elle, quelque chose lui disait que walking down a deserted alley all by herself, even in broad daylight, was stupid even in broad daylight. Alors là, posez vos stylos, mettez-les à l'écart de votre répertoire, je vous explique. Day, le jour. Light, la lumière. Daylight, la lumière du jour. Lumière, et devant on met quelque chose qui précise la lumière du jour, non pas la lumière artificielle. La lumière, ben là, tu manges un rideau qui tombe, on a un peu plus de lumière du jour, hein, c'est vraiment une bonne, donc, illustration. Donc là, effectivement, nous sommes en pleine lumière, all daylight. Et broad veut dire large. Donc in broad daylight, en pleine lumière du jour, en plein jour. Quelque chose lui disait que, etc. Alors, walking down. Walk veut dire marcher. Down indique un mouvement vers le bas. Walk down, descendre à pied. Something told her that walking down a deserted alley all by herself was stupid, even in broad daylight. Quelque chose lui disait que descendre à pied une allée ou une rue déserte toute seule était stupide, même en plein jour. Voilà. Alors, s'il le faut, arrêtez la vidéo maintenant et puis revenez un peu en arrière pour être sûr de tout bien comprendre. Revoyez, est-ce que vous avez bien noté votre vocabulaire et tout, et tout. Ensuite, nous reviendrons à la ligne 10. Alors, retour à la ligne 10. So she walked on. Elle marcha
Elle se mit à marcher, mais walk on indique une sorte d'insistance. Hein. But then she stopped again. Donc elle marche, elle continuait de marcher, elle marchait encore. Mais, but then she stopped again, prétérit. Stop, prétérit régulier. What if, et si, a kitten was trapped, déjà vu, somewhere, cold and hungry, vocabulaire vu en 6e. She could, prétérit de can. Give, gave, given, vous connaissez. She could give it. It, c'est neutre parce qu'elle ne sait pas si le chat est mâle ou femelle et c'est pas un chat domestique, c'est un chat des rues. Donc elle le traite au neutre. Some bread. Attention, contrairement à ce que croient beaucoup de francophones, EA en anglais se prononce parfois E et pas toujours I. Donc bread, vous notez s'il vous plaît, quitte à arrêter la vidéo, c'est un nom. Et ça veut dire le pain. She could give it some bread, and there couldn't be any real danger. Il ne pouvait pas y avoir. There is, there il y a, there could be, il pourrait y avoir. There could be, il ne pouvait pas y avoir. Could, c'est pouvait ou pourrait. Ça peut être le conditionnel ou le passé, on va dire. She could give it some bread. Elle pouvait lui donner du pain. And there couldn't be any real danger. Could there? Il ne pouvait pas y avoir de réel danger, n'est-ce pas? She retraced her steps. Alors, step. C'est un nom. Ça veut dire un pas. Je mets une barre oblique parce que ça a deux sens différents. Ou une étape. Une petite mouche là qui vient de rendre visite. Alors, she retraced her steps. Retrace, on ne va pas le noter dans le répertoire parce que vous n'allez pas le voir tous les 4 matins. C'est revenir sur, elle retraça notamment, elle retraça ses pas. Je pense que vous avez compris. Elle revint sur ses pas. If I hear heard, vous connaissez. If I hear it again, she told herself, I'll go and look. Apostrophe L, marque du futur. If I don't, I'll just go home and forget it. Go, forget, vous connaissez. Then she heard a sort of scrambling and scratching. Scramble, c'est un verbe qui donne scrambled eggs, on l'a vu il n'y a pas bien longtemps. Et scrambling, c'est le nom qui en est dérivé. Donc scramble, verbe. Scrambling. Pardon, scramble, c'est un verbe. J'ai marqué un N entre parenthèses, vous avez corrigé vous-même. Et scrambling, c'est un nom. Word reference au dictionnaire en papier, gros volume. Et vous marquez ces deux mots. Vous-même. Dans votre répertoire, sans que je vous le donne, vous allez faire la recherche et vous revenez sur la vidéo. Scratch. Scratch, scratch, scratch. On lit des fois dans les bandes dessinées, même en français d'ailleurs. C'est vrai que je suis un grand amateur de bandes dessinées, mais on ne dirait pas comme ça. Alors, scratch. Ça veut dire faire scratch, scratch. C'est gratter. Et scratching, c'est le bruit d'un grattage. Est-ce qu'on peut dire scratching, un grattage? Un grattage, un gratouillis, IS à la fin. Voilà, scratch. Marquez juste scratch, verbe, égale gratter. Voilà. Il y a beaucoup de verbes, enfin il y a pas mal de verbes qui sont des onomatopées. To scratch, c'est quand on... C'est une façon de dire, on plonge en prenant un plat, quoi. To scratch, c'est faire scratch, c'est gratter. Donc il y a pas mal de verbes comme ça en anglais qui sont en fait des onomatopées, qui reproduisent le son de la chose, plus qu'en français. That definitely, qui pour de bon, definitely c'est pas définitivement, c'est pas mal traduit.
notamment dans les séries américaines mal traduites dans les films. Ça m'énerve beaucoup, ça. Des films à très gros budget hollywoodien qui sont traduits à 4 sous. Et donc vous avez des mots qui ne veulent plus rien dire. Donc là, definitely, souvent on l'entend au cinéma traduit par définitivement, alors que rien à voir. C'est un faux ami, c'est-à-dire c'est un mot qui ressemble au français mais qui ne veut pas dire la même chose. Répertoire, definitely, adverbe qui veut dire absolument, pour de bon. Sound like, ça veut dire ressembler mais à l'oreille. Look like, c'est ressembler à l'aspect. Et sound like, c'est sembler, mais quand on parle d'un son, ça sonne comme, mais on ne traduira pas par ça sonne comme. It is, she thought, it's a kitten. As soon as she entered the alley, she knew, known. Vous connaissez. She had made, elle l'avait fait. Plus que parfait anglais, mais voilà, on l'a pas vu, mais ça se construit comme en français. A terrible mistake. Mistake, c'est une erreur. Mistake. Attention à l'orthographe d'erreur en français. Mistake, c'est une erreur. Voilà. Donc, vous faites, s'il vous plaît, une jolie, j'allais dire une fiche de vocabulaire. Non, vous avez noté tout ce vocabulaire dans le répertoire, tout va bien. Ensuite, vous allez voir les exercices du bas de la page 57. Faites une première lecture du texte en l'écoutant. Alors, en bas de la page 57, prenez vos livres, page 57. Faites une première du livre tout en l'écoutant. Moi, je vous ai fait ma propre prononciation. Hein. Sinon, il y a un document auquel j'aurais pu vous donner accès, mais ça aurait compliqué les choses. Relis à ton rythme et note en français tout ce que tu as compris. Qui, quand, quoi, où, quand. Alors ça, faites-le. Prenez vos livres, vos cahiers plutôt. Vous marquez la date. Donc, gentil comme je suis un vrai oncle pour vous, un vrai tonton. Je fais tout, je vous mâche le travail. Alors demain, enfin jeudi en tout cas, moi j'enregistre mercredi, mais c'est censé être jeudi. Donc jeudi, Thursday, 26th March 2020, nouvelle page, vous marquez la date. Coupez le document, coupez la vidéo s'il le faut, copiez la date. Voilà, nouvelle page. Hein. Ok. Book page 57. Vous marquez le titre du document. A Little Flame. Et ensuite, le bas de la page, vous marquez Use your reading skills. Utilisez vos capacités de lecture. Ça, c'est le titre de l'activité. Use your reading skills. Donc, coupez le document, écrivez ça sur vos cahiers. Voilà. Ensuite de ça, petit 2, relis à ton rythme et note en français tout ce que tu as compris. Donc, vous faites votre fiche de travail. Quand, qui, où, quoi, on va l'écrire en anglais. Quand, when, qui, who, où, where, et quoi, what. Et vous répondez à chaque fois. Quand est-ce que ça se passe? De qui s'agit-il? Où sommes-nous? Ça va être vite vu. Et quoi? Ben, résumer l'histoire. En anglais, bien sûr. En une phrase ou deux. Mais évidemment, vous utilisez le prétérit. Vous direz pas she hears a noise. Elle entend, encore moins she hear, sans aucune marque de conjugaison. Mais vous allez le marquer au prétérit. Vous pouvez marquer
alors qu'elle se promenait, ou alors qu'elle allait chez le boulanger, alors qu'elle allait acheter du pain, elle a entendu un bruit. Situation initiale, élément perturbateur. Et alors elle est allée voir, péripétie. Respectez bien l'ordre des mots et la syntaxe. Et le schéma narratif. Donc ça, vous le ferez à tête reposée. Hein. Ou alors vous le faites maintenant et puis vous revenez ensuite voir la vidéo à 40 minutes 20 secondes. Exercice 3, vous le faites également. Relève les adjectifs et les noms qui décrivent le bruit. Ligne 1 à 5. Tout simplement. 3. Quels sont les adjectifs et les noms en anglais qui décrivent le bruit? 4. Note les verbes. Alors, on vous dit aussi, utilise ta logique sans avoir peur de te tromper. L'essentiel, c'est de chercher à comprendre. Bon, d'accord. 4. Note les verbes répétés au synonyme qui évoquent la marche ou l'immobilité. Je ne peux pas vous en dire plus. 5. Relève tous les passages où le texte raconte ce qui se passe dans la tête de Mali. Qu'est-ce qui est de l'ordre de son imagination? C'est pas ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle imagine. 5. Et 6. À la fin, quelle décision prend-elle? Et est-ce que c'est la bonne? Alors, je pense que là, vous pouvez maintenant, donc pour le jeudi, faire les exercices 1, les exercices 2 et 3. Et à partir de 4, prenez le temps de le faire vendredi. C'est un conseil que je vous donne. Donc, vous pourrez marquer la date de vendredi. Friday, the 27th of March 2020, et vous pourrez faire 4 plus 5 plus 6, mais prenez le temps et apprenez votre vocabulaire. Là, je pense que vous en avez largement pour 2 heures de boulot, hein, si vous faites du travail convenablement. Et donc lundi, on reviendra là-dessus avec les corrections, avec des explications. Et puis si vous en ressentez le besoin, contactez-moi. Vous savez que je suis tout à fait accessible. Voilà. Goodbye, good luck. Prenez soin de vous. Dernière nouvelle, c'est qu'on en a pour des semaines. Donc un gros bisou à toutes et à tous. Et puis bon courage. Bye bye. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment accessible. J'y tiens. Je tiens beaucoup à être à votre portée pour vous aider parce que c'est pas facile hein, de travailler comme ça à distance. Et heureusement qu'on a les nouvelles technologies. J'imagine quand j'avais votre âge, on n'avait que le téléphone. Hein. C'était tout. C'était pas très simple. Donc, là, on vit quand même le confinement dans des conditions où c'est encore vivable. Allez, bye bye!